Faisons un bout de chemin ensemble. Vidocq salue les humains, libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Quel que soit le pays, il y a la version officielle et l'histoire brute, en se rappelant que c'est toujours le vainqueur qui réécrit l'histoire à son avantage. Une émission GPTV avec Jean-Maxime Corneille. Aux États-Unis, tu as des prises de conscience puissantes, on les attend toujours en France. Mais il ne faut jamais désespérer, hein. Mais sans doute parce que nous sommes le pays qui a été le plus à la fois victime de plusieurs schizophrénies historiques empilées, mais également d'énormément d'activisme de la part de services étrangers. Tant les services, par exemple à l'époque soviétique, etc., maoïstes et compagnie, que les anglo-américano-israéliens de l'autre, c'est-à-dire qu'on est complètement en tenaille et on est plus souvent en rien, on a des militaires ou des forces de sécurité qui ont le plus grand mal à penser ce qui se pense aux États-Unis. C'est-à-dire cette logique d'autocritique nécessaire, mais parce que ce sont les mêmes qui ont posé les jalons de cette destruction de la France et de la guerre d'Algérie, en fait. Ce sont les mêmes clivages de la guerre d'Algérie, mais qui sait que les gaullistes ont fait rentrer des armées, ont laissé rentrer depuis la Tunisie des katibas, des armées algériennes, alors que l'armée française avait fait le boulot. Il n'y avait plus d'armée algérienne de l'intérieur, il n'y avait plus que des petites katibas à l'extérieur qui se faisaient régulièrement péter la gueule par l'armée française, sauf quand les gaullistes, à la fin, pas loin des accords d'Évian, ont laissé rentrer ces gens-là, alors qu'auparavant, ça tenait très bien que l'Algérie était en voie de pacification, mais pas que de pacification. C'est la vraie contre-insurrection à la française, c'est-à-dire qu'on ne cible que les terroristes, et surtout, il y avait une énorme logique de développement qui était colossale en Afrique, qui n'a été jamais vue depuis, et pourtant la France était assez pauvre à l'époque. Donc c'est ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, mais n'empêche que sur ces mensonges-là, sur lesquels ont vachement joué les anglo-américano-israéliens, avec certaines complicités soviétiques, mais les soviétiques, on le sait peu, étaient prêts à s'allier avec De Gaulle pour apaiser la situation en Algérie. Qui sait ça aujourd'hui? Personne. C'est notamment documenté par Tournou et par l'agence TASS à l'époque. Mais très peu connu, ça, très peu connu. N'empêche que, vous voyez la lutte d'influence. Ceux qui veulent nous détruire, depuis longtemps, ont posé les jalons de ça. Mais encore une fois, la bonne question, la double bonne question, c'est que serait le monde arabo-musulman sans les magouilles de ces pays-là, d'une part, et d'autre part, qui a induit cette culture d'autodestruction de la France? Écoutons Alain Juillet, qui reçoit Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Donc c'est un système verrouillé et un système à la fois opaque. Pendant la guerre d'Algérie, l'armée de libération nationale, elle était du côté marocain et du côté tunisien. Oui. Sur place, les wilayas contre lesquels les Français se battaient, c'est pas l'armée nationale. Exactement. Et eux, ils ont été éliminés, ce qui fait que ce sont des gens venus de l'extérieur qui ne se sont pas battus. C'est l'armée des frontières. C'est l'armée des frontières qui gère le pays qui a pris le pouvoir en juillet 62. La mort et les combats qu'ont pu faire les moudjahidines du FLN dans les wilayas de l'intérieur. Tous étaient éliminés, oui. Ou écartés, la plupart du temps liquidés, et puis les wilayas de l'intérieur. Exactement. Les moudjahides. Oui, donc il y a eu un coup d'État dans la Révolution. Exactement, on a complètement oublié ça. On a oublié ça. Donc ça les a renforcés dans leur volonté de maintenir ce système coûte que coûte. C'est dommage, parce que c'est un pays très riche. C'est dommage, oui. C'est dommage et pour l'Europe également. Pour tout le monde. France, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour eux, oui. Parce qu'ils pourraient connaître un développement tout à fait différent, mais également pour tous les autres pays, comme vous le disiez, dans la mesure où... Polémique. C'est Soral qui le dit. Faut-il le croire ou non? Quand on cherche des alliés dans un combat, on leur crache pas la gueule pour des trucs
quand même, qui ont fini en 62, et qui en plus, quand on voit ce qui s'est passé depuis 62 en Algérie, il vaut mieux mettre le couvercle. Moi j'y suis allé, mais moi j'y suis allé. Et j'ai déjà raconté ce que j'y ai vu. J'ai vu des vieux qui disent c'était mieux du temps des Français, et j'ai vu surtout un pays par ses élites, en tout cas, d'incapables, qui squattent un truc sur lequel, par ailleurs, ils crachent, et qui est le seul truc qui tient debout là-bas, hein, qui s'appelle l'infrastructure routière et les bâtiments prestigieux. C'est tout français, hein. Eux, le reste, c'est des HLM dégueulasses qui ressemblent à, quand c'est pas fait par les Chinois, à ce qu'on voit en Amérique du Sud, c'est-à-dire les favelas. Voilà, il suffit d'y aller voir. Le gouvernement algérien, contre un des moyens plus ou moins subtils et pervers et maladroits de la défrancisation, hein, il faut rappeler tous ces choix stratégiques un peu foireux où des gens, pour aller se maintenir au pouvoir, en trichant un peu, te pondent un roman national qui leur permet de se maintenir au pouvoir, mais qui ne permet pas au pays de grandir et de s'épanouir. C'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir au roman national que tu tricotes. Faut-il se pencher sur l'histoire ou sur la propagande officielle ? L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui va être précisément ce thème autour de ces grandes idées qui toutes sont des idées qui historiquement ne reposent pas sur des réalités. La première idée est celle d'une Algérie unie. L'Algérie n'a jamais été unie. Deuxième élément, l'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. Or, je vais vous le montrer, il ne s'agissait pas de noyaux prénationaux, car au même moment, Fès et Marrakech créaient des empires, quand Bougie et Tlemcen ne restaient que des principautés. Autre idée qui est fondamentale, l'Algérie, dans son histoire officielle, les historiens officiels de l'Algérie nous disent que l'Algérie n'a subi qu'une seule colonisation, la colonisation française, et que la période ottomane fut une période, en fait, de pré-réalisation prénationale. Là encore, nous sommes dans l'erreur. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes prénationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclues l'une et l'autre. Alors, premier problème qui se pose, première question, l'Algérie est-elle arabe ou non ? L'Algérie n'est pas arabe, j'allais dire comme l'ensemble de l'Afrique du Nord. Tout ce monde partant du delta du Nil jusqu'aux îles Canaries est un monde de la berbérité et qui va, dans le cadre de l'Algérie et dans le cadre du Maroc, rester berbère jusqu'au XIIe siècle. Et cette Algérie qui n'a jamais existé dans ses frontières actuelles aura connu dans son histoire une petite parenthèse d'unité dans quasiment ses frontières actuelles, à l'époque du royaume des Macéciles, c'est-à-dire un royaume qui existait dans la fin de la période carthaginoise jusqu'au début de la période romaine. Donc une Algérie qui n'existe pas. Une Algérie qui n'existe pas, alors que très rapidement, nous voyons qu'à l'ouest et qu'à l'est, deux entités commencent à naître. Nous en arrivons à la période suivante, qui est la période turque. Très peu connue, la période turque en Algérie. C'est une période qui est essentielle. Pourquoi ? Parce que en Libye et en Tunisie, la présence turque a débouché sur des noyaux prénationaux, mais pas en Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas évolué dans un sens prénational à l'époque turque, à l'époque ottomane ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes face à une réalité de frontières. Les Turcs arrivent au XVIe siècle, et les Turcs vont, dans un premier temps, être alliés à un certain nombre de principautés ou de chefs berbères. Et les Turcs vont avancer vers l'ouest, et là va se passer un phénomène qui est quand même extraordinaire. C'est que la frontière ultime atteinte par les Turcs, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Parce que nous voyons que le Maroc et ces Marocains qui ont été chassés d'Espagne, et qui vont, dans les décennies suivantes,
de voir récupérer les Maurices, ces souverains marocains vont s'allier avec les chrétiens contre les Turcs. Car il y a cette réalité nationale qui existe et il y a un danger prioritaire. C'est l'alliance hispano-marocaine qui va empêcher les Turcs de prendre le Maroc. Et un des exemples les plus clairs, c'est l'armée ottomane qui avance sur la Moulouya et qui passe par Tlemcen, et les contingents espagnols qui quittent la ville d'Oran et qui prennent à revers les Turcs et qui leur infligent une défaite, ce qui fait que les Turcs ne vont pas franchir la frontière. Alors, quelles conséquences pour l'Algérie ? Mais les conséquences sont très simples. L'Algérie va toujours être considérée comme une marche frontière. Ce qui fait que les Ottomans qui sont en Algérie vont certes essayer d'être les moins dépendants possibles du cœur de l'Empire, mais ils ne vont jamais rompre avec l'Empire, parce qu'ils ont sur leurs frontières les Marocains, l'Empire chérifien. Or, quelle est la force principale de l'Empire ottoman? Eh bien, c'est le recrutement des janissaires. Or, les janissaires se recrutent où? Dans le cadre de l'Empire ottoman. Donc, il faut que ces responsables turcs d'Algérie soient toujours en bons termes avec le cœur de l'Empire. Car si le cœur de l'Empire se fâche avec eux, eh bien, ils n'auront plus la force de frappe qui est la force des janissaires. Ce qui fait que, contrairement à ce que l'on a cru, l'Algérie a toujours fait partie, d'une manière très lâche, mais a toujours fait partie de l'Empire. La régence d'Alger ne se détachera jamais de l'Empire. Et ceci est fondamental. Cette présence turque ne va pas permettre la création d'un noyau pré-national, comme on a pu le voir en Tunisie, comme on a pu le voir en Libye. Autre élément fondamental, comment se fait-il que les brillantes principautés de Bougie et de Tlemcen n'aient pas débouché sur la création d'un État algérien? Parce qu'au même moment, Fès et Marrakech donnaient naissance à des empires. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans la situation d'une Algérie centrale. L'Algérie est au centre du Maghreb, avec deux extrémités qui sont des noyaux étatiques forts. À l'ouest, le Maroc. À l'est, ce qui va être la Tunisie. Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest n'auront d'autonomie que lorsque le Maroc ou Tunis seront faibles. Et ces deux villes n'auront jamais de destin autonome, sauf pendant les périodes de décadence de Tunis ou du Maroc. Ce qui fait qu'à aucun moment, elles ne sont sorties de leur rôle de brillantes cités-États. Alors, j'en arrive à l'époque coloniale avec cette phrase de Bugeaud qui était extraordinaire. Bugeaud qui disait, je le cite, le 15 janvier 1840, « Tout le monde sait que j'ai toujours considéré l'Algérie comme le plus funeste présent que la Restauration ait fait à la Révolution de Juillet. » Bugeaud, qui est présenté comme le chantre de la colonisation de l'Algérie, était opposé à la colonisation de l'Algérie. Et Bugeaud, député de la Dordogne, explique pourquoi il est contre. Et Bugeaud, à la fin de son évolution, dit « Écoutez, moi je suis contre, mais puisque la France a décidé de le faire, faisons-le grandement. Et à ce moment-là, ne nous contentons pas de points d'appui sur le littoral, faisons vraiment la guerre à Abdelkader et prenons vraiment le contrôle de l'Algérie. » Donc cette idée est fondamentale parce que pendant plusieurs années, Paris s'est demandé que faire de l'Algérie. Faut-il rester? Faut-il partir? Faut-il garder une zone? L'idée, à un moment donné, était de garder quelques Gibraltar. Mais Bugeaud va s'y opposer en disant « Non, pour garder ces Gibraltar, il va nous falloir des dizaines de milliers d'hommes. Ou nous partons, ou nous contrôlons la totalité du pays. » Alors finalement, la conquête se fait. Et elle va se faire relativement facilement, cette conquête, parce qu'elle va se faire en une trentaine d'années, avec deux grands épisodes d'opposition. Le premier épisode, Abdelkader. Le deuxième, Mokrani. Deux révoltes totalement différentes. Aujourd'hui, dans l'histoire officielle de l'Algérie, une filiation est établie depuis quasiment la période romaine jusqu'aux combattants du FLN, en passant par Abdelkader et Mokrani. Oui, mais Abdelkader n'était pas un pré-algérien. Abdelkader est un idrisside, d'une tribu idrisside apparentée aux dynasties régnantes marocaines. Et Abdelkader, c'est un arabe qui combat non pas pour l'Algérie, qui combat pour la Houma, et qui est son père était le représentant du sultan du Maroc dans la région d'Oran. Et Abdelkader ne va pas attirer à lui les Kabyles. Par deux fois, Abdelkader va envoyer des délégations chez les Kabyles,
Et lors de la seconde visite, les chefs kabyles lui présentent le couscous noir, c'est-à-dire une assiette avec des plombs. Ça veut dire, nous ne marchons pas avec toi. Pourquoi ? Parce que les tribus arabes de l'ouest de l'Algérie, c'était des tribus qui étaient au service des Turcs et qui levaient l'impôt sur les Kabyles au profit des Turcs. Donc il y avait cette vieille haine en disant on va quand même pas se soulever pour toi alors que tes ancêtres étaient au service des Turcs contre nous. Et quand Mokrani va se soulever, eh bien Abdelkader, qui à ce moment-là est encore en vie, publie un document en disant que cette rébellion de Kabylie est une rébellion qu'il condamne absolument et qu'il soutient de tous ses voeux les forces françaises. Donc d'un côté, nous avons une révolte arabe, et de l'autre, nous avons une révolte kabyle. Disons que le gros problème de l'Algérie va être le problème du passage de l'administration militaire à l'administration civile. Donc une révolte qui est totalement différente. La famille de Mokrani est une famille qui s'était ralliée aux Français très tôt. Donc c'est une révolte d'anciens amis de la France qui n'acceptent pas la nouvelle politique française en Algérie, alors que la révolte d'Abdelkader est une révolte islamique au nom de l'islam contre les chrétiens, alors ensuite qui va être transformée par l'historiographie algérienne officielle comme une révolte prénationale. Alors nous en arrivons donc là à une histoire qui nous rapproche de la période tragique des événements de 1954-1962. Alors ces événements vont apparaître un petit peu dans l'oubli, parce que l'Algérie, à partir des années 1920-1930, va vivre dans le mythe du centenaire. Et il va vraiment y avoir deux Algéries. Il va y avoir l'Algérie des villes, l'Algérie française, qui va vivre véritablement comme à Montpellier, comme à Marseille. Nous sommes vraiment dans un prolongement méditerranéen sud de la société française européenne. Et en dessous de cela, des lignes profondes qui apparaissent au sein de l'intelligentsia algérienne, avec un mouvement qui va être de type nationaliste plutôt laïque, et un mouvement qui va être, lui, beaucoup plus religieux. Il faut réfléchir au roman national que tu tricotes. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons.